Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver. Donc, une fois de plus, ce soir, on sera ensemble pour notre rendez-vous sportif quotidien. Je vous laisse vous installer confortablement et on part pour le sommaire. Votre émission préférée, La Grande Team, vous propose aujourd'hui LGT News. Le général Dosso, par ailleurs préfet de police, et Jean-Tanguy Yapoidou, chef de département communication du COCAN, sont les invités de Marie-Christine Begré en focus. L'actualité, c'est le match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui opposera les éléphants aux Seychelles. Votre 11 titulaire est attendu. La 3 vous souhaite une bonne soirée sportive. Effectivement, ce soir, l'actualité, c'est les éléphants. Vous connaissez les éléphants qui auront donc le match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2024 ce week-end. Donc, on vous permet de vous exprimer, si vous étiez à la place du coach Jean-Louis Gasset, quel serait votre 11 titulaire? La question LGT. Quel est votre 11 titulaire face aux Seychelles? Vous avez la possibilité alors de nous appeler au 27 21 59 93 99 ou aussi de nous écrire sur la page Facebook de la 3, la page qui vous appartient. Il y a déjà énormément de messages. On lira donc vos messages en cours d'émission. Pour la première partie, moi, je serai accompagnée de Saint-Séverin et Ballot. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va super bien, ça va super bien. Marie-Christine est allée vite en besogne. Ouais. Elle dit la Coupe du Monde 2024, c'est plutôt 2026. Ah oui, ouais, ça vient. C'est vrai. Là, c'est la CAN 2023 qui aura lieu en 2023. Effectivement. Mais ça ne change rien à ce si beau sourire qui me ravit de bonheur, qui me remplit de bonheur marron. Tous les jours. Ouais, mais c'est magnifique. Avec le cœur rouge, là, les couleurs de l'Afrique, je suis subjugué là. On peut y aller là. Où est-ce qu'il aime au sifflet? Bon, vous êtes en mode griot ce soir. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne m'empêchera pas de vous donner soit un carton jaune, soit un carton rouge, soyez-en sûrs. Bon, on commence, j'espère que vous êtes prêts chez vous. On commence avec la première rubrique et c'est LGT News. LGT News. Promotion de la randonnée pédestre. La FIRAP signe plusieurs conventions. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous vient de marquer un grand coup lundi dernier. Elle a, en effet, signé plusieurs conventions avec des structures, notamment avec la Fédération française de randonnée pédestre, la Fédération française de sport pour tous et la Fédération internationale de sport pour tous. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet, du ministre des Sports et du cadre de vie et Solat Jacques. Ces conventions, dont les détails n'ont pas été révélés, visent à promouvoir la pratique de cette discipline en Côte d'Ivoire. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour la FIRAP et ses nouveaux partenaires. La présidente de la FIRAP, Marie-Laure Essan, faut-il le rappeler, a été plébiscitée patronne de la zone ouest africaine de la Fédération internationale de sport pour tous à l'issue de la dernière assemblée générale tenue vendredi dernier dans un hôtel de la Place à Marcory. LGT News. Tennis, Masters ATP, Alcaraz redresse la barre. En battant Andrei Rublev hier au Masters à Turin en 2 manches 7-6, 6-2, Carlos Alcaraz s'est rassuré pour la suite de la compétition. L'Espagnol revient dans la course à la qualification pour les demi-finales du Masters dans le groupe rouge. Après sa défaite en ouverture face à Alexander Zverev, lundi, le numéro 2 mondial s'est montré intraitable hier. Je suis vraiment heureux. Gagner un premier match au Masters, c'est important. C'est un peu un comeback. C'était beaucoup mieux du début à la fin. Je suis heureux d'avoir pu produire ce jeu, a-t-il déclaré en fin de partie. LGT News. Rugby. Bonji Mbonambi, out pour 6 mois. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le talonneur des Springboks, Bonji Mbonambi. Touché à un genou dès l'entame de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, le Sud-Africain sera absent des terrains durant 6 mois. L'annonce de cette information a été faite par son entraîneur en club hier mercredi. Âgé de 32 ans, le désormais double champion du monde avait dû quitter ses coéquipiers après 3 minutes de jeu lors de la finale, victime d'une torsion au genou droit. Il manquera énormément aux Sharks en United Rugby Championship et en Challenge Cup. Un véritable coup dur pour Bonji Mbonambi qui espérait mieux cette saison. LGT News.
Football, première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pas d'entraînement officiel au stade d'Ebimpe. L'information est tombée tard dans la nuit d'hier. La pelouse du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe n'a pu être utilisée par les éléphants et les Seychelles pour les entraînements officiels ce jeudi. C'est la décision prise par l'ONS et la FIF à l'issue d'une visite d'inspection après un match de 2e division joué sur le gazon. Selon ProPitch, le cabinet expert diligenté par la CAF, la pelouse a accueilli avec satisfaction le match test le jeudi 9 novembre dernier. Cependant, elle a été agressée par endroits à cause de la rudesse du jeu. L'entreprise en charge de l'entretien est en train de remettre à niveau le terrain afin de le rendre beaucoup plus praticable ce vendredi. LGT News. Intéressons-nous au football féminin. Ouverture de la saison. L'ASEC Mimosa et Trail Africa. La commission football féminin de la FIF a procédé au lancement de sa saison hier mercredi avec l'affiche ASEC Africa. C'était au Parc des Sports de Trècheville en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, et de plusieurs personnalités du football ivoirien. Pour cette journée inaugurale, les Mimos ont été sans pitié pour les Oyers, battus 7-1 avec à la clé un triplé pour Talou Sara. Un score fleuve qui présage de la volonté de la section féminine de la SEC de se positionner comme un sérieux prétendant au titre, même s'il est trop tôt pour le dire. LGT News. Mondial U17. Le Mali valide son billet pour les 8e de finale. Après son faux pas face à l'Espagne lundi, alors qu'il venait de battre l'Ouzbékistan en ouverture, il y a quelques jours, le Mali n'avait pas droit à l'erreur en attaquant le Canada ce jeudi matin dans le cadre de la 3e journée de phase de groupe. Eh bien, les hommes de Soumaïla Koulibaly n'ont fait qu'une bouchée des Canadiens. Score final 5-1. Avec cette victoire, les jeunes Maliens finissent à la 2e place du groupe B, derrière leurs homologues espagnols. Les Aiglonnais valident ainsi leur billet pour les 8e de finale. Ils affronteront le 2e du groupe F lors du prochain tour. Quel est votre 11 titulaire face aux Seychelles? C'est la question LGT de ce soir, le 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone pour nous joindre et aussi la possibilité de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour les news de ce soir, vous l'avez remarqué, on avait donc du tennis, du rugby et du football. Et pour le débrief, justement, on commence avec vous, Sansévérin. On parle du stade d'Ebimpe d'abord. Oui, le stade d'Ebimpe, le stade de toutes les frayeurs au pays, on va le dire comme ça. C'est vrai que le stade, la pelouse en réfection, l'ONS a fait un communiqué pour dire que les éléphants ne pouvaient pas s'y entraîner. Aujourd'hui, ça a encore alimenté les débats, que ce soit sur la toile ou dans les rues d'Abidjan, parce que ça commence à faire beaucoup. Après la pluie du 12 septembre, si je ne me trompe pas, la pelouse est depuis en entretien, on va le dire comme ça. Donc pour les Ivoiriens, normalement, actuellement, elle devait être prête. Les éléphants ne peuvent pas s'entraîner dessus parce qu'il y a eu un match de Ligue 2 et selon l'ONS, je lui emploie ces mots, la pelouse a été agressée. J'ai aimé le thème, mais bon, jusqu'à présent, je cherche à savoir ce que ça veut dire. Une pelouse qui est en bon état, en même temps, l'ONS nous dit que c'est une jeune pelouse, bon, on ne comprend plus rien. Et les éléphants ne vont pas s'entraîner sur cette pelouse, ils vont juste la découvrir demain. Je pense que pour l'équipe nationale, ce n'est pas bon, mais pour la Côte d'Ivoire même, ce n'est pas bon. Ce stade qui a été un cadeau, ce stade qui porte le nom du président de la République, est en train de devenir, j'ai envie de le dire, un cadeau empoisonné ou alors l'objet de tous les problèmes. Ce stade doit accueillir le match d'ouverture de la CAN le 13 janvier. Ce stade doit accueillir la finale le 11 février. Et jusqu'à présent, rien n'est réglé. Les entreprises se succèdent. Le ministre des Sports a sauté. La directrice de l'ONS a sauté. On en est toujours là, avec le problème de la pelouse. À un moment donné, il faut qu'on nous dise exactement ce qui se passe. Il y a quelques jours, le Premier ministre, le tout nouveau Premier ministre, Bégué Mwambé, est allé à Ebimpe pour rencontrer la chefferie pour évacuer certaines questions. C'est vrai que les droits coutumiers ont été purgés, tout le monde a été réglé, mais comme il connaît ses parents ébriés, c'est une ethnie d'Abidjan, il est allé quand même les voir. Non, mais Ebimpe, ce n'est pas des ébriés. Ebimpe, c'est les Atiers. Voilà, oui, mais c'est le même groupe. Le groupe Akan, on va le dire comme ça. Voilà. Donc, il est allé les voir, ils lui ont dit, en griffe, que maintenant, on pouvait livrer le stade. Donc, pour moi, ça sous-entend que tous les problèmes sont aplanis. Mais on vient encore nous dire que les éléphants ne peuvent pas s'entraîner là. Ça commence à faire trop. Moi, je commence à avoir quelques doutes quand même.
Mais il y a eu une forte pluie aujourd'hui, il y a une pluie aujourd'hui. Bon, l'ONS a dit que la pelouse résiste maintenant à la pluie. Ah, ok. On le vérifiera demain, mais ce genre de changement-là, ça ne fait pas bien pour un pays. J'espère qu'on sera prêt, que ce stade-là sera prêt à temps pour la CAN, mais véritablement que ce soit les Atiers ou les Hébreux, le grand groupe à Caen, sur les terres desquels ce stade-là est, je souhaite qu'ils pensent aux ancêtres et qu'ils fassent en sorte que Bimpe soit la meilleure pelouse de la CAN possible. D'accord, très bien. Mais bon, on aura le temps de vérifier avec le match des éléphants qui aura lieu demain, justement, au stade Alassane Ouattara des Bimpe. On parle tennis avec Balou. Oui, on parle tennis avec la victoire, bien sûr, de Carlos Alcaraz, qui se présente comme l'alternative aujourd'hui à Novak Djokovic, qui marche sur tout le monde sur le circuit ATP. Mais Carlos Alcaraz reste cette jeune génération qui peut venir le titiller. Il faut savoir que Carlos Alcaraz, à son jeune âge, a déjà remporté sur toutes les surfaces. Lorsqu'on voit son jeu, il semble être un joueur de terre battue puisqu'il a été entraîné par Juan Carlos Ferrero, qui est l'une des anciennes stars, l'une des anciennes gloires du tennis sur terre battue. Mais Carlos Alcaraz a la possibilité de gagner sur dur. C'est ce qu'il a fait donc à ce Master. Il a la possibilité aussi de gagner sur le gazon. Il a tenu tête à Novak Djokovic lors du tournoi de Wimbledon. Il faut dire que c'est un joueur fantastique avec un bon coup droit, un bon revers, mais qui doit encore travailler sa gestion des émotions dans les moments forts. Parce qu'il fait beaucoup de fautes directes dans les moments importants, dans les moments de break. Ça lui avait porté préjudice face à Novak Djokovic à Wimbledon. Mais il faut dire que Carlos Alcaraz est bien parti pour graver son nom dans les plus grands champions en ce qui concerne le tennis mondial. Il a la détermination de Rafael Nadal. Il a tout simplement la faim de certains comme John McEnroe qui ont marqué l'histoire du tennis. Donc c'est un joueur à suivre et il peut encore faire pas mal de choses dans ce Masters-là. Il peut, pourquoi pas, affronter des joueurs comme Daniil Medvedev, lui aussi qui s'est bien installé. Donc c'est un joueur à suivre. Très bien, effectivement, vous l'avez dit, c'est un joueur à suivre. On parle toujours football, sans Séverin, le début du football féminin local à Sec Mimosa, Africa. Oui, je vais m'attarder, oui. Ça, c'est vrai, vous avez entendu le score? Oui, Marie-Christine, j'ai entendu le score. Je préfère m'attarder sur l'organisation pour ne pas dire autre chose. J'ai vu un lancement de saison exceptionnel, largement au-dessus du lancement de la saison de Ligue 1. Le stade du Parc des Sports était plein. Il y avait du beau monde, en tout cas. La fédération, par le biais de la commission football féminin, a mis les petits plats dans les grands. Tout était savamment orchestré. Je veux dire, c'est ce genre de spectacle qu'on réclame à la Ligue professionnelle dirigée par Salif Bictogo. Le lancement, il y a eu beaucoup de communication autour. Il y a eu une conférence de presse exceptionnelle. On a rameuté tout le monde. Et au moment où la Ligue des championnes féminines se joue à San Pedro et à Korogo, au moment où la Côte d'Ivoire a signé forfait pour les JO concernant le football féminin, ça c'était un bol d'air, c'était rafraîchissant de voir ça. Madame la ministre de la Culture était là, Madame Remarque, elle était là, le président Malik Toué, le vice-président de la FIF, le président de l'Africa, ainsi que les dirigeants de la SEC. Pour le score, pour moi il est logique, oui. Il est logique parce que l'Africa, c'est vrai, a été championne de Côte d'Ivoire, a déjà joué la Ligue des champions, mais l'Africa est une équipe complètement refondée aujourd'hui. Oui, beaucoup de joueurs sont partis, que ce soit en Europe ou dans les autres clubs ivoiriens, depuis le départ de Bamba Idrissa de la tête de ce club. Oui, c'est une jeune équipe. Oui. Les joueuses ont été recrutées dans des écoles. Il y a même la buteuse de l'Africa. Elle vient d'avoir son concours de police ou de gendarmerie. Donc, elle ne sera même plus là dans l'équipe. Donc, je dis, c'est une jeune équipe. Une jeune présidente aussi, notre consoeur Tia. Donc, l'un mis dans l'autre, le score ne m'étonne pas. Parce que la SEC, aujourd'hui, c'est une équipe, je vais dire, expérimentée. C'est vrai que c'est sa première saison et son premier match dans la première division féminine. Mais c'est une équipe qui a recruté presque toutes les grandes joueuses de la place, y compris des joueuses de l'Africa. Vous avez vu même Yasmine Timité, qui est une des stars en termes de faciès et en termes de talent du championnat de football féminin. Donc, pour moi, le résultat est logique. L'Africa ne va pas s'apaisantir sur ça. Les filles vont se remettre au travail pour continuer leur chemin.
D'accord. Pour terminer assez rapidement, le Mali qui valide son billet pour les 8e de finale ballot. Ah oui, on peut le dire. On peut le dire, Marie-Christine. Le football malien est en bonne santé. Eh bien, les U17 ont obtenu leur ticket face au Canada grâce déjà à une grosse faculté de pressing. Il faut savoir que cette victoire s'est dessinée sur la faculté des Maliens à aller chercher les Canadiens tout simplement en ce qui concerne la possession du ballon. Ils ont pris à la gorge ces Canadiens et au fur et à mesure, ils ont su installer leur jeu en se procurant des occasions dans le quart d'heure de jeu et en montant en puissance dans la rencontre. Il faut savoir qu'ils ont obtenu une grosse victoire face à l'Ouzbékistan 3-0 grâce à un triplé de Mamadou Doumbia. Donc, collectivement, il y a une bonne équipe et individuellement également, il y a une jeunesse qui répond. Alain Yonsion l'avait dit sur ce plateau, le football malien est en train de poser les bases d'un développement. Ok, merci beaucoup messieurs pour ces informations complémentaires par rapport aux news de ce soir. Nous on marque une petite pause, vous ne bougez surtout pas parce que dans quelques instants seulement nous recevrons nos invités, à savoir le général Dosso Siaka, préfet de police, et aussi Jean-Tanguy Yapoadou, chef de département communication de la COCAN. Ça sera pour le focus, à tout de suite. Nous recevons donc sur le plateau de la Grande Team le général Dosso Siaka, coordonnateur sécurité des... Très bien, bon, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Avec vous, justement, on parlera dispositions sécuritaires face au match des éléphants face aux Seychelles qui aura lieu ce vendredi. Donc, monsieur, vous êtes là pour nous donner quelques informations sur la sécurité autour de ce match. Mon général, est-ce que la sécurité sera au point? Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci pour la question. Nous pouvons rassurer la population ivoirienne que toutes les dispositions ont été prises par la police, la gendarmerie, le groupement des sapeurs-pompiers, militaires, le MPC, toutes les forces de défense et de sécurité, dans toutes les composantes sont mobilisées pour que les Ivoiriens partent sains et saufs et retournent sains et saufs à leur domicile au cours de ce match. Et de façon pratique, qu'est-ce qui a été mis en œuvre véritablement pour que justement les Ivoiriens puissent partir au stade de façon saine? Bien, ce qui a été mis en place, on peut le céder en deux parties. La première partie, c'est d'abord le plan de circulation. Plan de circulation qui, sur la voie express de Yopougon jusqu'à Niaman, il faut dire que jusqu'à 10 heures, c'est une circulation qui est normale. À partir de 10 heures, nous allons faire basculer tous les véhicules qui n'ont rien à voir avec le stade, qui veulent vaguer à leurs occupations ou traverser la ville pour aller au niveau d'Agnaman et autres villes, passeront par là. Et au niveau du pont d'Andokwa, ils seront déviés sous le pont pour emprunter la voie qui mène à Agripac et sortir de la ville. Maintenant, la voie de droite, contiguë à la Maca, sera réservée exclusivement à ceux qui vont au terrain. C'est-à-dire les équipes, les spectateurs, les bus et les particuliers dont les véhicules seront estampillés de pass parking. Tout cela iront jusqu'au stade. Oui. Oui. Maintenant, le second volet, il est plus sécuritaire. C'est-à-dire que tout individu qui veut aller au stade doit avoir un ticket. Ça, c'est comme dans un avion. On ne peut pas vouloir monter dans un avion sans un ticket. Voilà, donc il doit avoir un ticket pour approcher le stade. Ouais. Ensuite, il y a des objets que vous ne devez pas posséder. Ouais. Voilà. C'est-à-dire les armes blanches, les armes à feu, les armes blanches, des parapluies, des vuvuzelas, des sifflets. Ah, les vuvuzelas, pourtant, qui sont très souvent utilisés dans les... C'est organisé. D'accord. C'est organisé, c'est permis au niveau des clubs de supporters, oui, mais pas individuellement. D'accord. Parce que ça va troubler l'ordre public. Donc, et puis, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, nous les exhortons à posséder également un ticket. Oui. Et s'ils viennent à bord de leur véhicule, qu'ils respectent également les parkings relais qui sont dédiés. Et les places de parking, qu'est-ce qu'il en est, les places de parking? Il y a assez de parkings. Ceux qui viennent avec... Ceux qui viennent de Ndautré, oui, ceux qui viennent de Ndautré ont le parking d'Arc-en-Ciel. Okay. Et en face, il y a un autre parking, un second parking. Ceux qui viennent d'Agnaman
on a le parking qui est contigu au grand séminaire et il y a un autre parking au niveau du corridor. Il y a même un troisième parking qui est le stade du village de Bempé, qui nous est dédié. Donc il y a assez de parkings pour pouvoir garer son véhicule en toute sécurité. Et à partir de ces parkings, il y a des navettes de la Sotra qui vont transporter les spectateurs jusqu'à environ 500 à 300 mètres. C'est à partir de là qu'ils vont progresser avec les tickets jusqu'au stade. Donc ça, ce sont des mesures qui ne sont pas discutables. D'accord. Pour tout le monde, quel que soit votre rang. Et seconde mesure, et qui est encore bien, c'est qu'il y a une voie qui est maintenant exclusivement dédiée aux véhicules. C'est-à-dire aux VIP qui ont des passes parking pourront partir de la voie express jusqu'à l'intérieur du stade sans même rencontrer les spectateurs. Parce que il y a maintenant, nous avons maintenant 4 grandes entrées spectateurs. Contrairement au match de Côte d'Ivoire, Mali, nous avons 4 grandes entrées spectateurs. Donc là, pour 55 000 places, je pense que ça sera très fluide. D'accord. Et au niveau sécuritaire, nous tenons à rassurer les populations qui ont une psychose du fait que le stade se trouve à Bobo. Bon, le stade est un peu loin d'Abidjan, c'est vrai. Voilà, c'est à Bobo. Oui. Et il y a une psychose. Nous disons que dans nos statistiques, à Bobo n'est pas la commune la plus criminogène. Au contraire, c'est la commune qui est plus sécurisée. Donc, ils viennent sans crainte. Et les dispositions seront prises tant au niveau du stade qu'aux alentours du stade. Mais mon général, le fait de vous voir déjà sur le plateau de la Grande Team, moi je pense qu'on est bien rassuré déjà. Oui, sans Séverin, une question assez rapide. Oui, on est bien rassuré, mais j'aimerais m'assurer que, général, si la question n'est pas bonne, on n'arrête pas quelqu'un, non? Ah, donc faites attention à ce que vous allez dire. Faites attention. Allez-y, sans Séverin. Non, je vais prendre un exemple parce que j'ai tellement entendu ça dans le public parce que les gens négligent souvent certaines choses. Je viens au stade, par exemple, avec ma femme. Moi, je suis l'homme, j'ai ma bouteille d'eau tranquille. Tout le monde voit que c'est une bouteille d'eau. Ma femme, elle a son gloss, elle a son mascara, c'est dans son sac tranquillement. C'est pas on ne rentre pas au terrain avec. Bien. Concernant la boisson, les boissons en verre sont interdites. Ça, il n'y a pas de discussion. D'accord. Mais en plastique, vous enlevez le bouchon, le capuchon. Voilà. Là, vous pouvez rentrer avec la boisson. Okay. Parce que si le capuchon reste encore sur la bouteille, ça peut servir de projectile. D'accord. Donc, si vous enlevez le capuchon, que vous buvez, après, vous ne pouvez plus remplir de liquide et puis le balancer. Voici la raison. D'accord. Okay. Oui, mais général, j'ai 2 questions rapidement. D'abord, sur l'alcool. Il y a une marque d'alcool qui a été interdite, mais qui n'est pas en verre, c'est en canette. Et c'est très souvent la cause de bagarres autour des stades, de bagarres entre les jeunes. Est-ce que là, à ce niveau-là, il y a une interdiction ou pas? C'est la première question. Je dis les canettes, tout ça, c'est interdit. D'accord. Voilà. Interdit, c'est seulement en plastique. D'accord. En plastique et sans bouchon. D'accord. Et ma deuxième question, c'est sur le dispositif. C'est vrai qu'il y a un dispositif pour l'entrée dans le stade, pour l'arrivée de la population, mais très souvent, il y a des risques d'agression après le match. Et je veux savoir, le dispositif sera en place jusqu'à quelle heure? Parce que très souvent, c'est lorsque la population s'éloigne du stade qu'elle s'expose à des agressions. Bien, tout à l'heure, je vais dire que tout le monde est mobilisé. Eh oui. Tant au niveau du stade qu'aux alentours du stade. Le reflux sera assuré également. Et les bus de la Sotra seront positionnés sur le tronçon. Là où les bus les ont amenés à l'entrée, les bus seront positionnés à ce niveau-là pour les ramener au parking relais ou bien dans les communes. Et nous allons veiller à ce que les policiers soient là jusqu'à ce que le dernier spectateur rentre chez lui. Nous restons au terrain jusqu'à 0h. Le match Côte d'Ivoire Mali sont partis à 1h du matin pour nous rassurer que tous les spectateurs sont rentrés. Et nous faisons le point pour faire le point sécuritaire, qu'est-ce qui est arrivé avant de lever le dispositif. Donc pour être rassurés.
D'accord. Moi, je l'ai dit, hein, le fait de voir le général sur le plateau de la Grande Team, moi, en tout cas, je suis rassurée. Je ne sais pas pour vous, mais je suis bien rassurée. Et on a envie d'entendre hein, M. Jean-Tanguy Yapoadou, j'espère que je prononce bien, chef de département communication COCAN. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à la mobilisation? Alors, la mobilisation bat son plein. Je crois que les tickets sont en train de sortir. Oui. Les Ivoiriens, comme toujours, sont très amoureux de leur équipe nationale. Donc, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quelle que soit l'équipe en face, la population se sent mobilisée. Donc, c'est l'occasion pour moi de lancer justement encore un appel à tous ceux qui hésitent hein, après tout le déroulé du dispositif sécuritaire mis en place que vient d'énoncer le général Dosso. Je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Les voies d'accès sont dégagées. Le gouvernement a fait un travail formidable. Aujourd'hui, je sais que les gens ont encore en mémoire le souvenir du 12 septembre, oui. Mais je les invite à arriver demain et à voir le changement sur l'axe qui mène au stade des Bempé. C'est carrément parfait. Et je pense que c'est le lieu de saluer le travail du ministère du Transport et du ministère de l'Équipement routier parce que les choses ont été prises au sérieux et aujourd'hui, on ne pourra plus rencontrer les problèmes qu'on avait eus avant, qui était justement le problème de la voie exiguë, parce qu'il y avait encore des travaux en chantier. Donc je pense que tout ce qui peut être encore comme inquiétude doit être levé dans l'esprit des Ivoiriens. Et c'est pourquoi nous sommes là sur ce plateau, pour leur demander de se mettre dans la mouvance. Nous sommes à quelques jours de la CAN, parce que nous comptons maintenant en jours. C'est le moment de roder même leur dispositif personnel de motivation, d'engouement, de venir au stade, encourager les éléphants, encourager même l'équipe adverse, parce que c'est la CAN de l'hospitalité. On accueille tout le monde. Et donc, ça sera une très belle fête. Voilà. Le stade Alassane Ouattara, c'est 60 000 places, mais 50 et quelques mille tickets qui ont été mis en vente. Pour des questions de sécurité, on ne remplit pas le stade à 60 000 places pleines. Et donc, on attend à peu près 50 000 spectateurs. Et voilà le message que je peux lancer. Et qu'est-ce qu'il en est de vos rapports avec la CNCE et puis toutes les autres structures supporters des éléphants? Je pense qu'il est de coutume historique que le comité national de supporters des éléphants soit présent à toutes les rencontres des éléphants. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est acté. Oui. Voilà. Au sein du COCAN, il y a une commission mobilisation qui joue un rôle formidable, qui est en train de mobiliser, mais vraiment dans les hameaux, dans toute la Côte d'Ivoire, toutes les couches socio-professionnelles. Et nous avons commencé une grande opération avec le monde estudiantin. Nous avons lancé une vaste mobilisation dans les universités. Nous avons installé des comités locaux de mobilisation dans les universités, Félix Houphouët-Boigny, Nangui-Abourgoua, et ça va continuer ainsi à l'intérieur du pays. Donc il y a un travail formidable qui est fait par le COCAN au niveau de la mobilisation tant nationale qu'internationale. Il n'y a pas de stratégie commune hein, avec le CNCE? Le CNSE n'est pas partie intégrante du COCAN. Oui. Mais naturellement, nous collaborons avec le CNSE qui accompagne, comme je dis, tous les matchs des éléphants, toutes les sorties des éléphants. Et demain, ils seront encore là. Très bien. Oui, c'est vrai. Je voulais demander au chef du département communication quelle dernière communication il peut faire justement sur ce qui terrorise tout le monde actuellement, la pelouse du stade des Bempé. Il vient de pleuvoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette pelouse par rapport à demain? Alors, je pense qu'il y a énormément de prises de parole qui ont été faites sur le sujet. Ouais. Depuis le dernier incident, le ministère des Sports est sorti au créneau. Il n'est plus en place, ce ministère. Non, le ministère des Sports, l'institution continue. Le ministre n'est plus là, mais l'institution continue. Bien sûr. Et donc, l'ONS également, les premiers responsables donc, de la gestion donc, de ce stade-là ont fait des déclarations. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. La pluie est tombée, on a vu quelques images sur les réseaux sociaux. Ah oui. On n'a rien vu de catastrophique. Et donc demain, on aura un match impeccable sur une pelouse impeccable. Voilà. On espère. Oui, Balo. Oui, et moi, il y a le volet communication, mais aussi peut-être un volet logistique. Est-ce qu'il y a un chemin particulier qui a été mis en place pour cela? C'est vrai qu'il y a la mobilisation, mais après, au niveau de la logistique, comment est-ce que vous entendez convoyer tout ce monde-là au niveau du stade des Bempé, notamment le CNSE?
Alors bon, il faut dissocier un peu les choses. Hein. Le CNSE a sa logistique particulière pour arriver au stade. Donc voilà, donc ça c'est clair. Ensuite, pour toute la population, je pense que le général Dosso a donné le dispositif en place. Il y aura donc ce qu'on appelle des parking relais à un certain périmètre du stade pour permettre aux véhicules qui n'ont pas accès au périmètre intérieur du stade de parquer leurs véhicules. À partir de là, il y aura donc des navettes avec des bus Sotra qui vont donc transporter les spectateurs de ces positions-là au stade pour réduire le temps de marche. Quoi qu'on est à moins d'1 kilomètre du stade, on a quelques 500 mètres du stade. Voilà. Donc voilà ce qui est mis en place. Moi, ce que je voudrais savoir, à l'approche d'un match comme celui-là, quel élément vous met le plus la pression? Alors, j'ai envie de dire aucun élément nous met la pression. Vous savez, on travaille depuis très longtemps à organiser ce genre de match. L'épreuve du terrain nous oblige à constater certains faits et à roder notre dispositif en fonction pour les prochains matchs. Donc, nous sommes prêts. Pour des gens responsables, à 24 heures d'un tel événement, on est prêt. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune pression, il n'y a aucune inquiétude. Alors, mon général, hein, j'aimerais que vous donniez justement un mot de fin par rapport à ce match qui aura lieu ce vendredi. Est-ce que ce dispositif va seulement rester pour ce match ou même pendant la période de la CAN en Côte d'Ivoire? C'est plutôt un test d'abord. Oui, c'est un test. Ouais. Et ce test-là, nous le jouons sur le format de la CAN. Ce qui sera appliqué pendant tout le mois de la CAN que nous allons mettre en place. Donc, nous demandons aux Ivoiriens, population ivoirienne, d'être disciplinés, de respecter les consignes, de respecter les orientations qui leur seront données par les forces de l'ordre. Et c'est à ce prix-là que nous aurons un bon spectacle et une très bonne sécurité. Merci beaucoup, mon général. Oui, monsieur Yapoadou, un dernier mot. Ben, merci à la grande team de nous recevoir, parce que bien souvent, on parle et on oublie de dire merci. C'est important. Et puis, justement, dire à tous les Ivoiriens qu'il faut qu'ils fassent confiance au COCAN, qu'ils fassent confiance à l'État de Côte d'Ivoire, qui a pris la mesure des choses et qui adresse sérieusement toutes les questions qui peuvent justement empiéter ou enrayer l'organisation de cette CAN. Nous sommes en répétition générale, nous sommes en répétition grandeur nature à travers ces matchs qui jalonnent un peu l'organisation de la CAN et qui viennent justement nous permettre de perfectionner notre stratégie d'organisation. Et donc j'ai envie de dire qu'on aura la plus belle CAN. Il faut que les gens se rassurent et que les Ivoiriens s'apprêtent plutôt à vivre la fête, qu'ils ne soient pas anxieux, qu'ils ne soient pas inquiets, mais qu'ils s'apprêtent justement à transpirer cette hospitalité-là, parce que c'est le thème de la CAN de l'hospitalité. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a voulu que cette édition soit la plus belle des CAN jamais organisée. C'est la 34e. Il y aura une CAN de la Côte d'Ivoire et on en parlera pendant des années à venir comme une CAN référentielle dans l'histoire de cette compétition. Et effectivement, voilà qui est dit, hein, voilà qui est très clair. Tout est mis en œuvre pour la CAN de l'hospitalité, pour que ce soit une très belle fête du ballon rond, justement, ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, vous avez pu avoir les dispositions sécuritaires par rapport au match de la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Seychelles, qui aura lieu ce week-end au stade Ebimpe. Donc, merci beaucoup. On recevait donc le général Dosso Siaka, préfet de police et coordonnateur sécurité des stades de compétition, et Monsieur Jean-Tanguy Yapoadou, chef de département communication COCAN. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la Grande Team. Bon, nous, on marque une petite pause publicitaire. On se retrouve tout juste après pour le sujet principal de l'actu de ce soir. À tout de suite. Voilà, nous sommes ensemble sur le plateau de la Grande Team. Donc, nous a rejoint Jean-Philippe. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Marie-Christine. Donc, avec vous, Jean-Philippe Saint-Séverin et Henri Joël, nous serons donc ensemble pour les prochaines... Ballot, oui. Nous serons ensemble pour les prochaines dernières minutes pour la Grande Team. Et déjà, nous allons parler de la Ligue des championnes féminines. L'affiche de la finale est connue, hein, la Ligue des championnes féminines. Elle opposera donc les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns face aux Marocaines du Sporting Club de Casablanca. On a pu voir deux demi-finales bien endiablées, hein, Ballot.
Oui, absolument. Déjà, dans un registre différent, la première demi-finale a été pour moi un peu plus serrée avec les Mamelody Sundowns qui se sont imposés par un score assez court d'1-0 parce que les deux équipes se connaissent. Elles se sont affrontées, on l'a déjà dit, l'année passée. Donc, ce qui fait qu'il y avait un match assez tactique, assez disputé. Mais en ce qui concerne le deuxième match, là, je pense que c'était une très, très belle rencontre avec des potentialités individuelles qui m'ont laissé sans mots, parce qu'il y a des joueuses comme Jennifer, oui. Notamment, qui nous a sorti un très bon but. Absolument. Oui. Il y a Comfort Yeboah, qui a été défensivement comme offensivement au point. Donc lui, je pense que ça a été une très belle rencontre, mais j'ai un pincement au cœur pour cette équipe ghanéenne qui méritait mieux. Depuis la première période, même en seconde, il y a eu des possibilités de tuer le match. Mais après, je pense que c'est ce qui fait la différence entre les équipes d'Afrique subsaharienne et les équipes du Nord, c'est que ces équipes-là, même quand elles sont en difficulté, elles arrivent à faire ce qu'il faut pour gagner les rencontres, et le Sporting s'est imposé. Ah oui, c'est vrai que vous parlez de la deuxième demi-finale. On a pu voir un match très rythmé, effectivement, mais malheureusement, la PEM Darkwa du Ghana est tombée, hein, les âmes à la main. C'est vrai qu'on a pu voir Comfort, cette jeune footballeuse de 16 ans, qui a été très magnifique, et aussi Jennifer avec ce magnifique but. Hein, oui, sans Séverin, on en parle? Oui, moi, j'aimerais plutôt m'attarder sur l'équipe de Mamelody. Pour moi... Non, là, on parle plutôt de la deuxième demi-finale. Oui, je sais. On viendra à Mamelody, ne vous inquiétez pas. Allons-y pour la deuxième demi-finale. Je vous avoue que je ne voyais pas cette équipe marocaine passer l'équipe de Ampem Darkwa. Oui. Pour ce que j'ai vu, vous savez que l'équipe de Ampem Darkwa est, on va dire, le représentant sous-régional. C'est cette équipe-là qui a gagné le tournoi de l'UFOA B, justement, et qui lui a permis de se qualifier pour ce tournoi. C'est une équipe très athlétique qui montre que le football féminin au Ghana est en train d'être pris au sérieux. Mais pour moi, c'est au niveau mental. Au niveau mental, vraiment, qu'elles ont flanché face aux Marocaines. L'équipe marocaine n'est pas rodée comme l'équipe ghanéenne. Malheureusement, comme Balo l'a dit tout à l'heure, les équipes maghrébines ont ce brin de malice-là qui fait que, finalement, elles finissent toujours par, entre il faut obtenir ce qu'elles veulent. Sur ce coup-là, l'équipe marocaine est passée. Ça m'a d'ailleurs surpris parce que le match que j'ai vu face à l'Atlético en ouverture de cette compétition, pour moi, cette équipe ne pouvait pas aller loin. Oui. Malheureusement, le football, c'est une autre réalité. Elles vont en finale devant un Ampem Darkwa que je voyais titiller vraiment Mamelody Sundowns dans ce tournoi-là. Mais bon, c'est la réalité du football. Effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est la réalité du football. Le football et ses surprises. On a pu voir le Sporting Club, effectivement, pour son premier match face à l'Atlético d'Abidjan. Elle était bien dominée par l'Atlético d'Abidjan en première période. Donc, effectivement, on ne voyait pas cette équipe en finale. Mais voilà, elle part en finale. Jean-Philippe, un mot sur cette deuxième demi-finale? Mais cette deuxième demi-finale, en tout cas, elle était de toute beauté. C'est une rencontre à suspense. La PEM Darkwa qui semblait tenir, je dirais, le bon bout pour se qualifier pour la finale et qui finalement a flanché dans la séance des tirs au but. C'était un crève-cœur, hein, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié cette formation ghanéenne pour son dynamisme. Mais il y avait surtout de l'indiscipline dans son jeu. Ça, il faut le dire clairement. Contrairement aux Marocaines qui, même pendant la souffrance, on voyait les joueuses rester en place selon les consignes de l'entraîneur. Elles ne paniquaient jamais dans les relances, dans les sorties de balles. Même quand elles étaient en difficulté, quand elles balançaient le ballon, c'était pour que le bloc équipe puisse venir se repositionner. Parce que devant elles, elles savaient que techniquement, les Ghanéennes étaient bien meilleures. Avec une Jennifer qui, malgré la fatigue, arrivait quand même à faire des courses assez dévastatrice pour la défense des Marocaines. Ben, on a senti aux alentours de la 78e minute qu'elle n'en pouvait plus. Ouais. Parce qu'après, les retraits n'y arrivaient pas. Je me suis dit que peut-être que l'entraîneur aurait dû la repositionner, un positionnement peut-être un peu plus axial, lui donner moins de tâches, moins de courses à faire. Parce qu'on avait l'impression qu'elle avait encore peut-être le déclic pour pouvoir marquer ce dernier but. Quand elle est sortie, j'ai dit attention à la PEM Darkwa parce que l'équipe va perdre de la folie, d'autant plus que sa remplaçante n'a pas apporté, je dirais, pratiquement le même style, la même fougue, la même force qu'elle. Et petit à petit, les Marocaines, après la sortie de Jennifer, ont recommencé à prendre confiance, surtout avec les deux Ivoiriennes, qui ont mis beaucoup de physique dans leur jeu. Et elles ont réussi tout simplement à emmener cette formation ghanéenne jusqu'à la séance des tirs au but. Quand on regarde même à chaque fois
l'égalisation des Marocaines. Le premier but, c'était un contre son camp. Oui, voilà, le second but, voilà, un second but sur penalty. C'est-à-dire que cette formation marocaine a vraiment joué des chances dans cette demi-finale pour accéder à la finale. Oui, et bon, finalement, c'est le Sporting Club de Casablanca qui s'est donc qualifié, qui a donc eu son ticket pour la finale, pour cette finale de la Ligue des Championnes féminines. Parlons maintenant du premier match, la première demi-finale. Vous voulez parler de la première demi-finale, Mamelodi Sundowns? Oui. Je vais parler de la première demi-finale. C'est vrai que je ne suis pas sud-africain, je suis ivoirien. Il n'y a pas d'ivoirienne dans l'équipe de Mamelodi, mais c'est la régularité de cette équipe de football féminin qui m'impressionne. Que ce soit là maintenant en club ou en sélection, ces filles-là semblent rôder comme des joueuses expérimentées. Sur les 3 dernières éditions, sur les trois éditions de cette... Voilà, je pense qu'elles ont toujours été au rendez-vous avec une victoire. Ça, une victoire. Toujours participé aux 3 éditions. Voilà, une victoire dans la dernière ligne droite déjà. Et là, elles ont une autre chance de remporter le trophée. Elles étaient déjà finalistes l'année passée en 2022. Donc, la première édition, elles sont finalistes, elles gagnent. La deuxième édition, elles sont finalistes, elles perdent, elles sont vice-championnes. Et pour cette 3e édition, elles sont encore en finale. C'est tout ce qu'il y a de mieux au niveau des clubs en termes de football féminin aujourd'hui. Durant cette compétition-là, je vais bifurquer sur l'Atlético. Le coach Daoud Lassina a dit qu'il n'y avait pas de professionnalisme dans l'équipe de l'Atlético. Je pense que pour s'être frotté à ce genre d'équipe, à cette compétition, les Ivoiriens doivent beaucoup apprendre. En termes d'organisation, ces filles-là, quand elles viennent à cette compétition-là, c'est comme si c'est l'équipe nationale d'Afrique du Sud qui vient à une compétition. C'est magistralement orchestré. Bon, je vais dire malheureusement pour elles, je suis chauvin, il y a Kokora et il y a Nadej Kofi qui sont dans l'équipe de Casablanca. Mon cœur va battre évidemment pour cette équipe de Casablanca, mais je mets une pièce sur Mamelodi Sundowns. D'accord. Mamelodi Sundowns, justement, on en parle. Hein. On va dire finalement, les filles ont fini par prendre leur revanche face à l'Asfar du Maroc. Oui, on s'y attendait. Je pense que l'émission d'avant cette rencontre-là, on avait déjà épilogué là-dessus. On avait dit que Mamelodi Sundowns avait les armes pour battre cette équipe de l'Asfar, parce que pour moi, la différence se fait dans le collectif. Pour moi, le collectif de Mamelodi Sundowns est mieux huilé que celui de l'Asfar, hein, qui se caractérise aussi par le fait de s'appuyer sur des joueuses assez intéressantes comme Tagnaout, comme Ghislaine Chebak. Mais avec les Mamelodi, on sent également une force collective qui fait que les Mamelodi avaient les armes pour battre cette équipe de l'Asfar. Et on se souvient que l'année passée, avait quand même quelques décisions arbitrales discutables, ce qui a favorisé cette victoire. Mais cette fois-ci... Mamelodi avait pris un carton. Oui, bien sûr. Deux cartons. Voilà, donc ce qui fait que les Mamelodi ont pu prendre leur revanche. Voilà, donc la finale Mamelodi Sundowns et Sporting Club de Casablanca. Justement, nos envoyés spéciaux à Korogo ont recueilli les réactions des entraîneurs et des joueuses. On écoute. J'ai dit aux filles, dans les premières 60 minutes, essayez de donner ce que vous pouvez donner, doucement, tout doucement, elles sont fortes, mais dans les 30 dernières minutes, elles seront plus ou moins fatiguées. I know that in the last 30 minutes of the game, they will break. Hence, we saw that the different performance from the girls' second half. Dans notre équipe, la plupart de nos filles jouent dans l'équipe nationale et elles ont cette expérience-là aussi. Et aujourd'hui, avec Asfar, en jouant cette équipe-là de Asfar également a des joueuses qui ont une grande expérience dans cette compétition-là. Et aujourd'hui, nos filles gagnent en expérience dans cette compétition de Women's Champions League. C'est un travail en équipe et nous avons travaillé, nous avons joué comme équipe, comme une équipe. C'est un travail d'équipe. C'était difficile quand même, c'est pas forcément parce qu'on a utilisé les matchs et on a joué les matchs éliminatoires ici, mais c'était difficile, ça a failli être difficile, mais nous avons poussé comme une équipe. On voulait bien qu'on soit en finale, mais bon, tu as perdu contre le Mamelodi. Et c'est vrai que c'est décevant. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'amertume. Mais bon, on doit un peu se booster, relever la tête parce qu'on a une petite finale pour jouer la 3e place. Et comme une équipe, tu seras sur les trois éditions en quart et finale et tu joues la 3e place, ça c'est déjà pas mal. C'est bien dommage et j'assume toutes mes responsabilités devant le club de l'ASFAR, les supporters, les joueuses. Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire.
Ils n'ont épargné aucun effort, donc j'assume toute la responsabilité. C'est moi le premier responsable de cette défaite, de cette disqualification. Et voilà, on va jouer la petite finale pour l'arracher encore. Voilà, on a donc eu les réactions des entraîneurs et aussi des joueuses à Mamelodi Sundowns. C'était le match Mamelodi Sundowns-Asfar. Un mot sur justement les réactions. Ouais, déjà, ce qui me marque, c'est qu'on a l'entraîneur de l'Asfar qui dit qu'il assume toute la responsabilité de la défaite. Donc ça prouve que c'est un entraîneur qui ne fuit pas devant ses responsabilités. Je pense que ça sous-entend aussi qu'il aurait pu opter pour d'autres choix, peut-être une équipe de l'Asfar un peu plus ambitieuse dans le jeu, et il est en train de faire son mea culpa. Moi, je trouve que c'est courageux de sa part. Oui, ça c'est vrai. Oui, je suis sur le même coach. Ce qui me plaît dans sa façon de faire, c'est qu'il n'a pas perdu l'envie de gagner. Vous avez vu sur ses derniers mots, il dit qu'il va aborder la petite finale comme ce match de demi-finale-là qu'il vient de perdre. Ça, je veux dire, c'est un coach à part. Ça prouve qu'il voulait vraiment gagner et que c'est parce que Mamelodi était vraiment au-dessus. Si on pouvait avoir ce genre de coach-là, en lieu et place de ceux qui jettent toujours la faute sur les autres, le football s'en porterait mieux. Effectivement, nous parlons du match de la petite finale, justement, le match de classement pour la 3e place. Un mot sur ce match à venir qui aura lieu ce week-end, Jean-Philippe? On dit généralement que ces genres de rencontres-là, les garçons, bon, les joueurs ou les joueuses, généralement ont du mal à se concentrer sur cette rencontre parce qu'ils ont encore l'amertume de la demi-finale de perdu. Maintenant, bon, pour ces deux formations qui vont s'affronter, c'est-à-dire l'APM Darkwa et l'USFAR du Maroc. Je pense qu'il y a une équipe qui a plus l'envie d'écrire son nom au palmarès de cette compétition. Ce sera forcément l'APM Darkwa qui a eu cette opportunité d'arriver en demi-finale de la Champions League. Du côté de l'USFAR, ce n'est pas aussi mauvais de prendre la médaille de bronze, même si on est champion en titre. Mais voilà, je pense que les deux formations vont jouer crânement leur chance pour essayer de repartir avec cette 3e place et terminer en beauté cette compétition. Et donc, le programme donc, pour ce match de classement et aussi pour la finale, programme qui s'affiche maintenant. Oui, le samedi, il y aura donc le match Asfar en APM Darkwa à 20h au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et le dimanche, la grande finale, toujours dans le même stade, à 17h, Mamelodi Sundowns face au Sporting Club de Casablanca. Rendez-vous est donc pris, des matchs qui seront retransmis en direct, bien sûr, sur les antennes de la 3. Donc, n'oubliez pas, ce sera ce samedi pour le match de classement et aussi le dimanche pour la grande finale pour la Ligue des championnes féminines CAF. Voilà donc pour la Ligue des championnes féminines CAF. Nous, on passe à présent à l'actu et on parlera de la sélection ivoirienne. Allons à l'actu. Monsieur, le téléphone est ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, n'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225. Et aussi continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Il est maintenant l'heure de parler justement de la sélection des éléphants avec la question LGT. Quel est votre 11 titulaire face aux Seychelles? Nous savons très bien que la Côte d'Ivoire affrontera les Seychelles justement ce week-end, ce vendredi, pour les éliminatoires du Mondial 2026. On regarde cet élément et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire affronte son homologue des Seychelles ce vendredi 17 novembre 2023 au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour les éléphants, l'objectif est d'enregistrer une victoire convaincante tout en soignant leur goal différentiel. Face à un adversaire modeste, classé 52e nation africaine sur 54 au classement FIFA, il s'agira de relever le défi de l'efficacité offensive. Aussi, le sélectionneur Jean-Louis Gasset pourrait-il être tenté de jouer dans un système 3-4-3 afin de favoriser l'apport offensif des latéraux. Dans ce schéma de jeu, pour le 11 de départ, la défense pourrait être constituée du trio Willy Boli, Ousmane Djemandé et Van Ndika. En piston, le technicien français devrait positionner Ghislain Conan et le capitaine Serge Aurier qui retrouverait une place de titulaire. Dans les buts, le technicien français pourrait reconduire sa confiance en Fofana Yaya.
Le milieu de terrain serait l'affaire de la paire Franck Kessié et Seko Fofana. En attaque, aux côtés de Sébastien Haller, on devrait retrouver sur les ailes Jérémy Boga et Christian Kwame. Pour le deuxième match, le lundi 20 novembre, face à la Gambie, au National Stadium de Dar es Salaam, les éléphants devraient se présenter dans une toute autre configuration en raison de l'environnement et de la qualité de l'adversaire. Alors, si vous étiez à la place du sélectionneur Jean-Louis Gasset, quel serait votre 11 titulaire pour le match Côte d'Ivoire-Seychelles? Messieurs, j'aimerais bien avoir votre liste et si vous pouvez justement justifier votre liste aussi. Ballon, on commence avec vous. Oui, on commence avec moi. Moi, je vais proposer un dispositif en 4-3-3 avec dans les perches Badr Ali Sangaré parce que j'estime que Yaya Fofana est un gardien fantastique qui a donné des certitudes durant les différents matchs des éléphants où il était aligné. Et Badr Ali n'a plus été aligné, si mes souvenirs sont bons, depuis le match face à la Zambie, où Ayayi Foli a été donc titularisé. Vu que Jean-Louis Gasset ne s'est pas encore prononcé définitivement sur la hiérarchie des gardiens, je pense qu'il est grand temps de savoir si Badr Ali est toujours bon pour le service ou pas. Donc c'est pourquoi j'estime qu'il y a possibilité de le mettre dans les perches pour cette rencontre, pour voir s'il est toujours bon pour le service. Ensuite, en ce qui concerne la charnière centrale, Ousmane Diomandé et Van Dika, parce que c'est une charnière centrale jusque-là qui tient la route. Il y a une belle complémentarité entre ces deux défenseurs. En ce qui concerne les latéraux, Ghislain Conan et Wilfried Singo également. Donc, c'est une défense inchangée par rapport à ceux qui ont été alignés, en tout cas en ce qui concerne les matchs amicaux. Un milieu à 3 avec Seko Fofana, Sangare Ibrahim et Jérémy Boga, parce qu'en termes de performance, il n'y a pas mieux. Sangare Ibrahim s'en sort bien à Nottingham Forest, Seko Fofana en Arabie Saoudite, et en plus a prouvé qu'il est utile dans le jeu des éléphants durant les rencontres précédentes. Et Jérémy Boga, parce qu'actuellement, il est véritablement sur une bonne dynamique à Nice. Et ça faisait lui aussi un moment qu'on ne l'avait pas vu en sélection. Et ça serait éventuellement intéressant de le voir évoluer dans le dispositif de Jean-Louis Gasset pour voir est-ce qu'en équipe nationale, il confirme tout le bien qu'on pense de lui ou tout le bien qu'on observe du côté de Nice. En ce qui concerne l'attaque, Simon Adingra, pour ce qu'il montre à Brighton en ce moment, c'est un joueur qui est dans la meilleure forme possible, qui a un bon potentiel technique et qui est véloce. Sébastien Haller, car malgré le fait qu'ils sont en doute à Dortmund, répond toujours présent en équipe nationale avec ses buts, notamment son but face à l'Afrique du Sud, qui montre que lorsque l'équipe de Côte d'Ivoire est en difficulté, on peut toujours compter sur lui, grâce notamment sur son efficacité, et Oumar Diakité pour les qualités qu'on lui connaît, ses qualités athlétiques et bien sûr le fait qu'il a cette capacité aussi de bien provoquer sur son côté. D'accord. Jean-Philippe, votre 11 titulaire? Mon 11 titulaire, d'abord, dans les perches, il y aura Yaya Fofana, le portier des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que Gasset va l'aligner parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier intégré à cette formation et il doit avoir la confiance nécessaire de pouvoir jouer avec sa défense. On sait qu'il faut une bonne coordination entre le gardien et ses défenseurs, donc je pense que Gasset va partir avec Yaya. Sur le côté droit, il y aura le retour de Serge Aurier, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Là, on est dans une rencontre officielle. On doit très bien commencer cette campagne de la Coupe du Monde. Je pense que Gasset va vouloir partir avec ses hommes de base. Au niveau de la défense centrale, il a une paire qui s'est dessinée au fil de la dernière revue des troupes, du dernier regroupement des éléphants ici. Donc, il y aura Diomandé Ousmane et Ndika au niveau de l'axe central. Et sur le côté gauche, on aura Ghislain Conan, voilà, qui, certes, voit le retour de Camara, de Camara, donc Hassan Camara, merci, son prénom qui m'échappait, mais je pense que le coach va partir avec Ghislain Conan. Au niveau du milieu de terrain, bon, on aura le même triangle, Franck Kessié, Sangare Ibrahim et Seko Fofana. En attaque, il s'est présenté en conférence de presse avec Simon Adingra. Généralement, c'est un signal quand un entraîneur vient comme ça avec un joueur en conférence de presse, c'est un jeune joueur, donc je pense qu'il va aligner Simon Adingra. Il y aura Jonathan Bamba de l'autre côté, au niveau de cette attaque, et puis Sébastien Haller en 9. D'accord. Bon, sur la page Facebook de la 3, hein, sans Séverin, je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. On a Ibrahim Kamagaté qui nous dit « Bonjour la team. Pour moi, le 11 type devrait être avec Fofana dans les buts, Diomandé Ndika, Conan et Wilfried Singo en défense. Sekou Sangare Ahmed Junior au milieu pour montrer à Kessié
que sa place n'est pas assurée. Et à l'heure Diakité, Bamba en attaque et Adingra pour remplacer Bamba dans la deuxième période. Bonne émission à vous. Ok, d'accord. Et le prochain message vient de Morrison Fofana qui nous dit mon 11. J'aimerais voir à l'attaque Karim. Il brille beaucoup en club. Sur les côtés à gauche, Jérémy Boga qui signe son retour à droite, Diakité Oumar. Au milieu de terrain, Seko, Ahmed Junior, Sangaré, Ibrahim. Défense, Aurier, Serge Hassan Kamara. Pour voir son niveau, on connaît pour Conan déjà dans l'As, Ousmane, Eboli au poteau, Fofana. Voici mon 11. Ok, Saint-Séverin, votre 11. Avant de donner mon 11, j'aimerais dire que je ne veux plus que les éléphants jouent avec les noms ou sur les noms. Pour moi, chez les gardiens, aujourd'hui, Yaya Fofana est installé, Gassé l'a dit, il est le numéro 1, il sera titulaire à la CAN. Il n'y a pas d'ambiguïté, donc Yaya dans les buts. La défense centrale, je le dis tout le temps, il a rajeuni sa défense centrale avec Ndika et Ousmane Diomandé. Immuable, ça ne peut pas changer. À gauche pour cette rencontre, j'aimerais voir Hassan Kamara. Il est plus athlétique. Aujourd'hui, il est plus en forme que Ghislain Conan. Je veux voir des joueurs en forme chez les éléphants. À droite, Ori est là. Oui. Donc, Sengo ne sera pas titulaire. Ça, c'est clair. Donc, c'est Ori à droite. Au milieu, Sangaré, Seko Fofana et Jérémy Boga. Pourquoi ces trois? Parce que Sangaré, Seko et Kessié, ces trois joueurs se marchent dessus. Donc, Sangaré en sentinelle, Seko en relayeur qui, dans son style boss-to-boss, peut apporter beaucoup. Et Jérémy Boga pour la fluidité du jeu, pour la vision du jeu, pour faire des passes entre les lignes. En attaque, Simon Adingra, Jonathan Bamba et Konaté Karim. Pour ce match-là, je ne veux pas voir à l'air. Je ne veux plus qu'on joue sur les noms. Les joueurs en forme du moment. Sur l'attaque, concernant les ailiers, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a Simon Adingra, il y a Jonathan Bamba et Konaté Karim. Ces trois attaquants-là ont marqué le week-end dernier. Et Konaté Karim, je le mets en pointe parce que c'est le seul attaquant ivoirien aujourd'hui qui a plus de 10 buts depuis le début de la saison. Voilà mon 11. D'accord, votre 11 est pris en compte. Voyons le 11 titulaire de Moustapha Djibril qui nous appelle de Marcory. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et bonsoir, consultant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on vous écoute. Je vais pas épiloguer sur la question. Je rejoins M. Saint-Séverin. Merci beaucoup à lui. Oui. Il ne faut pas jouer sur les noms. Je suis pour le 11 de M. Saint-Séverin. Je pars avec son 11. Parce que c'est le 11 que je voulais qu'il est là et il a déjà fait le classement. Merci à lui et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci la 3 plutôt, on va dire. Bon, qu'est-ce que devrait faire le coach justement pour qu'on n'encaisse pas de buts, mais surtout qu'on marque énormément de buts? Je dis, il a déjà trouvé son assise défensive. Vous savez que sur les 4 derniers matchs, on n'a encaissé que 2 buts. Donc ça veut dire que la défense est quand même rodée. Les automatismes entre Yaya Fofana et sa défense sont au beau fixe. Maintenant, il y a l'animation offensive qui doit changer. Il faut de plus en plus que nos ailiers soient enclins à mettre le ballon dans la surface pour l'attaquant de pointe. Bien sûr, ce sont des attaquants aussi. D'une façon ou d'une autre, ils peuvent marquer des buts, mais il faut vraiment qu'ils soient en position idéale. Pour moi, aujourd'hui, il faut que les ailiers jouent pour l'attaquant de pointe. Konaté Karim, que j'ai mis dans ce 11-là, est en forme. Adingra, vous l'avez vu, il a été passeur pour son dernier match en championnat et buteur. Donc, voici des éléments qui peuvent faire le bonheur des Ivoiriens durant le match face au Chelsea. En plus, c'est une attaque qui a de la fraîcheur. Jonathan Bamba commence à performer avec le Celta Vigo en Espagne. Adingra à Brighton, intenable. Konaté Karim avec Salzbourg, il est impeccable, il marche sur l'eau, mais il n'a pas sa chance en sélection. J'aimerais qu'on lui donne sa chance. Cet enfant a un sens du placement incroyable. Je vois en lui du Didier Drogba, ce gamin. Je vois en lui un joueur expérimenté parce qu'il était meilleur joueur du championnat ivoirien, meilleur buteur du championnat ivoirien avant d'aller à Salzbourg et il continue de marcher sur l'eau. Essayons Konaté Karim, oui, en pointe pour voir de quoi il est capable. Aujourd'hui, il est très en forme, il faut profiter de cela. Si tant est qu'on a déjà vu Aller jouer. Actuellement, il n'est pas en forme, c'est vrai. C'est vrai aussi que l'attaque ivoirienne est formée autour de lui. Mais pour un seul match, on peut le mettre sur le banc, peut-être, revenu après en suppléant de Konaté Karim. D'accord, messieurs. Mais à vous entendre, hein, j'ai l'impression que le sélectionneur doit justement modifier cette équipe qui a donné satisfaction face au match précédent. Jean-Philippe. Oui, bon,
Bon, de toute façon, je pense que l'entraîneur n'est plus au stade de la tergiversation. Si Konaté Karim devait avoir un temps de jeu depuis longtemps, il l'aurait eu. Il y a eu des fenêtres où il aurait pu utiliser ses garçons. Mais là, c'est quand même une rencontre, il a dit lui-même, c'est la première fois qu'il sera en situation de jouer une rencontre à enjeu très élevé pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas oublier que dans cette poule, on a quand même 2 équipes qui font office d'outsider derrière nous et qui ont remporté déjà leur premier match, le Gabon et la Gambie. Donc pour le sélectionneur, il n'est pas question de venir faire des essais, même si c'est face aux Seychelles. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que sur le continent africain, il n'y a plus de formation à négliger. Là, il est sorti avec certaines certitudes à l'issue de ces 2 rencontres face au Maroc et à l'Afrique du Sud. Et je pense qu'il va aller avec ces certitudes-là. D'autant plus qu'après cette fenêtre, il n'aura plus une autre fenêtre de rencontre officielle, de rencontre à haut risque, à jouer avant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, je pense qu'il va aller avec ses titulaires. Et ces titulaires, on les connaît, on les a vus déjà à l'œuvre sur les 2 dernières sorties. Il ne faut pas oublier que quand Gasset est arrivé, on l'a dit ici sur le plateau, il a reçu une liste de 50 joueurs. Il a passé en revue plus de 48 joueurs, y compris Konaté Karim, qui a eu du temps de jeu sous Gasset. Même si on peut estimer que ce n'est pas suffisant. Mais il a eu du temps du jeu. Pour que l'entraîneur puisse avoir une idée de chacun de ses joueurs pour pouvoir trancher aujourd'hui dans le vif. Donc moi, j'estime que c'est vrai. Haller n'est pas aujourd'hui titulaire dans son club. Il y a des problèmes avec peut-être son entraîneur ou bien je ne sais quel autre problème qui fait qu'il n'est pas titulaire dans son club. Mais quand il vient sous le mode des éléphants de Côte d'Ivoire, il est performant. S'il n'était pas performant, ben, j'allais tout simplement être totalement d'accord avec mon cher ami Saint-Séverin. J'estime qu'on a 2 rencontres. Peut-être que la rencontre la plus abordable pour nous, c'est ce qu'on se dit, puisque c'est en Côte d'Ivoire, c'est la rencontre face aux Seychelles. Sauf que quand vous rentrez dans ce genre d'éliminatoire, il est plus intéressant pour vous de commencer très fort. De gagner votre match pour envoyer un signal à vos adversaires. Si on se permet de se dire, non, écoutez, par négligence de l'adversaire, je vois Hassan Kamara qui n'est pas en équipe nationale depuis un certain temps, même qui est bon que Ghislain Konan, je n'ai pas de problème avec. Peut-être même que l'entraîneur va l'aligner. Si on se dit, non, il faut faire sortir Kessié Franck du milieu de terrain parce qu'on veut faire jouer temps, parce qu'on veut le voir en situation de jeu, ce n'est pas un match amical. Donc moi, je pense que l'entraîneur va aller avec ses certitudes. Oui. Il va d'abord commencer avec ses hommes de base. Maintenant, au cours de la rencontre, c'est évident qu'il y aura des remplacements. Konaté quand même pourrait rentrer, Crasso pourrait rentrer, Christian Kwame pourrait rentrer. Tous ces autres garçons, il a 5 remplacements à faire. Mais déjà, pour l'entame de la rencontre, moi, je suis pratiquement sûr et certain qu'il ne va pas beaucoup changer le 11 qu'on a vu lors de la dernière fenêtre. Très bien. Donc, dans la grande team, on vous permet de vous exprimer, de donner votre avis justement sur la question LGT. Si vous étiez à la place du sélectionneur Jean-Louis Gasset, quel serait votre 11 entrant? Encore d'autres messages sur la page Facebook de la 3. On a Issa Danyogo qui nous dit gardien Yaya Fofana, défenseur Diomandé, Ndika, Singo, Konan, milieu Sangaré, Fofana, Traoré Ahmed Junior, attaquant Adengra, Diakité et Haller. Et notez bien avec ce classement, voilà, on sera jouable. OK. Bon, et si on écoutait le sélectionneur lui-même? Il a donné une conférence de presse cet après-midi. On écoute. Obligatoirement, quand c'est des matchs officiels, ce qu'on n'a pas l'habitude de jouer depuis que je suis là, on est dans une dynamique d'avenir. On va jouer les premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Donc pour tous les anciens, eux, ils préparent la CAN. Pour tous les jeunes qui ont un avenir certain dans la sélection, il faut avancer. Il faut avancer dans notre préparation pour la CAN. Et quoi de mieux que des victoires pour avoir la confiance. Est-ce que ces propos du sélectionneur Jean-Louis Gasset rassurent Ballot? Oui, ça rassure dans la mesure où j'estime que ce qu'il dit est assez lucide. Il fait la différence entre les nouveaux et les anciens. Pour lui, les anciens, compte tenu de leur expérience, doivent déjà se projeter sur la compétition parce qu'ils savent déjà ce que c'est qu'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc la préparation commence maintenant. Maintenant, pour les jeunes, il faut de la prise de confiance. Vu on veut dire qu'ils avancent dans l'inconnu parce qu'ils ne connaissent pas la compétition. Donc, il faut engranger le maximum de confiance pour être dans de bonnes dispositions psychologiques pour aborder la compétition. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est assez sensé et logique ce qu'il vient de dire. Donc, ça prouve que, pour moi, j'estime qu'il sait où il va. Effectivement, on note aussi l'absence de Wilfried Zaha. Et justement, le sélectionneur s'est exprimé sur le cas Wilfried Zaha. On l'écoute.
Alors, je vous explique le cas, parce que sur ce rassemblement, il y avait un problème. On a reçu, la FIFA a reçu un mail de Galatasaray en disant qu'il demandait la permission d'envoyer Wilfried dans la journée de mardi pour arriver mardi soir. J'ai appelé le joueur, je lui ai demandé, sur le mail il y avait écrit pour finaliser le contrat. J'ai appelé le joueur, sachez qu'à ce rassemblement, j'ai dit tout le monde là lundi. Là, on rentre dans des compétitions officielles, on est proche de la CAN, on resserre un peu les boulons. J'ai dit tout le monde lundi. J'ai appelé Wilfried et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était ce mail du club de Galatasaray. Et il m'a dit, c'est vrai, coach, que je dois finaliser à Dubaï quelque chose après le match de... J'ai dit, ok. J'ai dit, tu ne peux arriver que mardi. Il m'a dit, oui. J'ai dit, je ne te mets pas dans la liste. Parce que la discipline fait que tous les joueurs, même ceux qui avaient joué dimanche, sont arrivés lundi soir. Voilà le cas. Voilà, le sélectionneur qui s'est exprimé sur le cas Wilfried Zaha Sanseverin. Oui, le mot a été lâché enfin, discipline. Les Ivoiriens et nous-mêmes avons toujours réclamé la discipline dans le groupe éléphant. Zaha n'est pas là, beaucoup de personnes se posaient des questions parce que le sélectionneur n'était pas encore venu en conférence de presse. Là, il est venu, il a donné les raisons pour lesquelles Zaha ne veut pas venir. Ce que je lis à travers ses propos, c'est que Zaha ne voulait pas venir à ce rassemblement. Donc, il a dit qu'il avait quelque chose à faire, qu'il voulait un jour de plus que les autres. Le sélectionneur a dit non, même ceux qui ont joué, là maintenant, s'apprêtent à venir à Abidjan, toi tu ne peux pas rester là-bas. Le prétexte pour Zaha, c'est un mauvais prétexte. Pour moi, c'est un alibi pour mettre la faute sur le sélectionneur. Gasset a su esquiver le piège en griffe tendue par Zaha. Il faut que tous les joueurs soient disciplinés. Il n'y a pas un joueur qui est au-dessus du groupe. C'est ce que je ressens. Zaha est talentueux, c'est vrai, ouais. Mais les problèmes de discipline d'un groupe à l'approche de la CAN, ce n'est jamais bon. Gasset l'a compris, il met tout le monde au pas. Oui, bon, Jean-Philippe. Heureusement que depuis qu'il est en sélection, on n'a jamais entendu qu'il a eu des bisbilles avec un coéquipier. Voilà. Sauf qu'on entend ça et là des bruits comme quoi c'est quelqu'un qui aime tout être à l'écart du groupe. Mais ce que je constate avec Zaha cette fois-ci, c'est que Jean-Louis Gasset, qui est un entraîneur assez expérimenté, a crié son ras-le-bol. Mais ce n'est pas la première fois qu'un sélectionneur, je dirais, se plaint de l'attitude de Zaha à chaque fois qu'il doit vers une équipe nationale. Le premier avec qui il a eu ce problème, c'était Kamara Ibrahim. Lors de la première liste de Kamara, Kamara l'avait écarté. Et ça avait soulevé, ça avait créé une levée de bois vert. Et ensuite, Kamara, dans la conférence de presse, avait dit qu'il allait être là sur les prochaines listes. Ils se sont parlé, ils ont essayé de régler la situation. Avec Baumel, ce fut pareil. On se rappelle de cette rencontre décisive au Cameroun, où les éléphants devaient partir, alors qu'ils étaient en tête de la poule, arracher leur qualification pour sortir de la phase de poule, se retrouver en rencontre en barrage pour aller en Coupe du Monde. Zaha n'est pas venu, il n'était pas blessé du tout. Il était resté pour célébrer son anniversaire. La Côte d'Ivoire n'avait pas réussi à s'extirper du piège camerounais. Oui. Voilà. Aujourd'hui encore, la Côte d'Ivoire a organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'estime simplement que, quels que soient les programmes qu'on peut avoir, quand vous savez que c'est le dernier regroupement officiel avant de rentrer dans la compétition, il y a des choses quand même qu'on peut se permettre de faire et des choses qu'on ne doit pas se permettre de faire. Donc, Jean-Louis Gasset était clair. J'ai beaucoup aimé son langage franc, sans langue de bois. Ça met un terme à toutes les polémiques. Maintenant, il n'a pas dit qu'il fermait la porte à Zaha pour la Coupe d'Afrique. Voilà, il faut le dire clairement. Même si ses propos peuvent laisser entendre cela, c'est un garçon talentueux. Nous, on espère simplement que s'ils arrivent à trouver une solution, peut-être pour son talent, il soit présent. Mais si l'entraîneur décide de rester sa position, ben on ira avec les 23 qu'on a. Et puis, bon, on va espérer avoir le meilleur résultat possible. Et les 23 qui ont tous répondu présents justement à l'appel du sélectionneur. Ils étaient 25, il y a un qui n'est pas là. Oui, du sélectionneur Jean-Louis Gasset. Bon, quel est votre 11 titulaire face aux Seychelles? Le public ivoirien s'est aussi exprimé sur la question LGT, on l'écoute. Il y a Badra Ali comme gardien, voilà. Il y a Odilon Kosunu, défenseur central. Il y a Sekou Fofana, latéral gauche, il y a Ghislain Kouna.
sortant droit, il y a Aurier. Milieu, il y a Kessé, il y a Sangare Ibrahim, il y a Ahmed Diallo, il y a Massalain Gradel. En attaque, il y a Sébastien Allais, déjà. Et Diakité Ouma. Comme gardien de but, Fofana Yaya. Voilà, Evan Ndika dans l'axe. On aura Wilfried Sengo, Ghislain Konan. On pourrait même essayer Wilfried Boli. Voilà, mais j'opte plus pour Aurier, voilà, pour son expérience. Maintenant, au milieu de terrain, voilà, sans contestation, je dirais Seri Jean-Michael, voilà, Seko Fofana et Sangaré. Maintenant, en attaque, Sébastien Haller en pointe, parce que vraiment, il a besoin d'être mis en confiance, voilà, avec la période qu'il traverse en club. Et aussi, Jérémy Boga, surtout, voilà, Jérémy Boga. Et sur l'autre aile, on va faire avec Simon Adengra. Mon gardien, Pierre Yaya Fofana. La défense, je prends Serge Aurier, Ghislain Konan et Diomandé. Le milieu, je prends Seko Fofana, Franck Kessié et Jean-Michael. L'attaque, il y a Boka, il y a Mas Gradel, Alain et Kwame Ghislain. Dans les buts, moi je verrais bien Fofana Yaya. En défense, je vois bien Wilfried Sengo, Ndika, Ousmane Diomandé et Ghislain Konan. Maintenant, au milieu du terrain, je vois bien Fofana, Seko Fofana, Franck Kessié et Sangare Ibrahim. Au niveau de l'attaque, je vois bien Diakité Ouma, Sébastien Haller et comment on appelle ça, Crasso. Ça s'appelle Crasso. Et oui, hein, les Ivoiriens sont très exigeants et ils veulent le meilleur pour leur sélection. Donc pour le match Côte d'Ivoire-Seychelles, on attend, on espère énormément de buts. Et seulement le coach Jean-Louis Gasset a le dernier mot hein, par rapport aux 11 titulaires. Bonne chance à nos pachydermes pour ce match de ce week-end. Bon, c'est fini pour l'actu de ce soir. Mais déjà, on vous permet de revoir les news qui ont été données en début d'émission. On y va donc pour LGT News. LGT News. Promotion de la randonnée pédestre. La FIRAP signe plusieurs conventions. La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous vient de marquer un grand coup lundi dernier. Elle a, en effet, signé plusieurs conventions avec des structures, notamment avec la Fédération française de randonnée pédestre, la Fédération française de sport pour tous et la Fédération internationale de sport pour tous. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet, du ministre des Sports et du cadre de vie et Solat Jacques. Ces conventions, dont les détails n'ont pas été révélés, visent à promouvoir la pratique de cette discipline en Côte d'Ivoire. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour la FIRAP et ses nouveaux partenaires. La présidente de la FIRAP, Marie-Laure Essan, faut-il le rappeler, a été plébiscitée patronne de la zone ouest africaine de la Fédération internationale de sport pour tous à l'issue de la dernière assemblée générale tenue vendredi dernier dans un hôtel de la place à Marcory. LGT News. Tennis, Masters ATP, Alcaraz redresse la barre. En battant Andrei Rublev hier au Masters à Turin en 2 manches 7-6, 6-2, Carlos Alcaraz s'est rassuré pour la suite de la compétition. L'Espagnol revient dans la course à la qualification pour les demi-finales du Masters dans le groupe rouge. Après sa défaite en ouverture face à Alexander Zverev, lundi, le numéro 2 mondial s'est montré intraitable hier. Je suis vraiment heureux. Gagner un premier match au Masters, c'est important. C'est un peu un comeback. C'était beaucoup mieux du début à la fin. Je suis heureux d'avoir pu produire ce jeu, a-t-il déclaré en fin de partie. LGT News. Rugby, Bonji Mbonambi, out pour 6 mois. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le talonneur des Springboks, Bonji Mbonambi.
Touché à un genou dès l'entame de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande, le Sud-Africain sera absent des terrains durant 6 mois. L'annonce de cette information a été faite par son entraîneur en club hier mercredi. Âgé de 32 ans, le désormais double champion du monde avait dû quitter ses coéquipiers après 3 minutes de jeu lors de la finale, victime d'une torsion au genou droit. Il manquera énormément aux Sharks en United Rugby Championship et en Challenge Cup. Un véritable coup dur pour Bongi Mbonambi qui espérait mieux cette saison. LGT News. Football, première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pas d'entraînement officiel au stade d'Ebimpe. L'information est tombée tard dans la nuit d'hier. La pelouse du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe n'a pu être utilisée par les éléphants et les Seychelles pour les entraînements officiels ce jeudi. C'est la décision prise par l'ONS et la FIF à l'issue d'une visite d'inspection après un match de 2e division joué sur le gazon. Selon ProPitch, le cabinet expert diligenté par la CAF, la pelouse a accueilli avec satisfaction le match test le jeudi 9 novembre dernier. Cependant, elle a été agressée par endroits à cause de la rudesse du jeu. L'entreprise en charge de l'entretien est en train de remettre à niveau le terrain afin de le rendre beaucoup plus praticable ce vendredi. LGT News. Intéressons-nous au football féminin. Ouverture de la saison. L'ASEC Mimosa et Trail Africa. La commission football féminin de la FIF a procédé au lancement de sa saison hier mercredi avec l'affiche ASEC Africa. C'était au Parc des Sports de Trècheville en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, et de plusieurs personnalités du football ivoirien. Pour cette journée inaugurale, les Mimos ont été sans pitié pour les Oyers, battus 7-1 avec à la clé un triplé pour Talou Sara. Un score fleuve qui présage de la volonté de la section féminine de la SEC de se positionner comme un sérieux prétendant au titre, même s'il est trop tôt pour le dire. LGT News. Mondial U17. Le Mali valide son billet pour les 8e de finale. Après son faux pas face à l'Espagne lundi, alors qu'il venait de battre l'Ouzbékistan en ouverture, il y a quelques jours, le Mali n'avait pas droit à l'erreur en attaquant le Canada ce jeudi matin dans le cadre de la 3e journée de phase de groupe. Eh bien, les hommes de Soumaïla Coulibaly n'ont fait qu'une bouchée des Canadiens. Score final 5-1. Avec cette victoire, les jeunes Maliens finissent à la 2e place du groupe B, derrière leurs homologues espagnols. Les Aiglonnais valident ainsi leur billet pour les 8e de finale. Ils affronteront le 2e du groupe F lors du prochain tour. Et voilà, c'est toujours un véritable plaisir d'être en votre compagnie. Et le temps passe tellement vite qu'on est ensemble. Oui, on est déjà au terme des 90 minutes, sans Séverin. Donc, on se retrouve demain. Oui, après le match des éléphants. Effectivement, après le match. Victoire face aux Seychelles. On espère. Balo. Oui. Bien sûr, on espère après la victoire des éléphants. On sera ravis d'être là. Pronostic, Jean-Philippe. Eh bien, victoire des éléphants avec un très large score. Hein. Je pense que demain, oui, vu les ateliers que les joueurs ont eu à faire, je pense qu'on aura peut-être un 3-0. 3-0 pour moi. Mais il faut dire que demain, il y aura un magnifique débrief sur la 3. Donc il faudrait que tout le monde soit connecté. Effectivement, mais bon... 3-0 pour moi aussi. Hein. 3-0 là, oula. Balo, vous aussi 3-0 4-0. Mais vous j'espérais que vous auriez dit moins, mais vous, c'est 4-0. Bon, ok, d'accord. De toute façon, on remarque que les Ivoiriens veulent énormément de buts. Alors, bonne chance à nos pachydermes pour le match Côte d'Ivoire-Seychelles pour demain. Et nous, on se retrouve sur le plateau de la Grande Team après le match pour le débrief. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.